Amour. Amour. Moi, c'est Isabelle. Je suis infirmière et après 13 ans à avoir entendu des milliers d'histoires, j'ai décidé de créer ce podcast. Aujourd'hui, enregistrement tout particulier puisque j'enregistre en public au podcast. Et du coup, je ne suis pas seule. Je reçois aujourd'hui Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Isabelle. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va ? Oui. Juste pour revenir sur l'enregistrement en public, j'ai mis une boîte à questions parce que je sais qu'en sexualité, on a des fois du mal, donc Laetitia est sexothérapeute, on a parfois du mal à poser des questions en public, donc j'ai mis une boîte à questions que je vais demander à Sandrine, une amie qui est là, de faire passer. Il y a des post-it et des stylos à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas le temps que Laetitia réponde à mes questions. Voilà. Du coup, Laetitia, on va parler de toi, du coup. Alors, je vais revenir sur une chose aussi, c'est qu'à la base, il y a 2 jours, je ne savais pas que ça allait être toi. Tout à fait. À la base, ça devait être Tiffaine, une amie à toi, qui est sexothérapeute. Et toi, tu es encore en cours de formation de sexothérapie. Alors, en fait, moi, je fais un DU sur Toulouse pour devenir sexologue. Je suis en 2e année et en ayant validé la première année, j'ai la certification de sexothérapeute. En fait, ça m'a ouvert un premier diplôme qui est la santé sexuelle et les droits humains. Et à la base, tu es infirmière également, comme toi. C'est fou, c'est le hasard. C'est ça. Du coup, tu vas nous parler d'abord de tes 3 anecdotes. Alors, je commence toujours mon podcast par ça. 3 anecdotes sur toi, 2 vraies et 1 fausse, du coup. Et je vais devoir trouver, à l'aide du public, la fausse anecdote. Alors, du coup, pour la première, pour le DU de sexologie, il faut faire un mémoire. Et j'ai décidé de faire la mémoire sur la santé sexuelle au sein de l'armée parce que je suis également infirmière chez les parachutistes. Ensuite, même si je parle souvent sans tabou, que je n'ai pas de complexe, avec beaucoup de bienveillance, je reste quand même très pudique me concernant moi, mes émotions et ma perception aussi de mes sentiments. Donc ça, c'est ta 2e anecdote. Voilà. Ok. Et la 3e, c'est si j'ai voulu faire sexologue, c'est parce que ma grand-mère est le portrait caché de la mère d'Otis dans la série Sex Education. D'accord. Je vois cette série. Alors du coup... Ouais, peut-être la 3e plutôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est à moitié vrai, puisqu'elle lui ressemble. Mais malheureusement, non, elle n'est plus là pour me dire fais sexologue, vas-y, tu vas adorer. Mais je pense qu'elle aura adoré quand même. Ouais. Elle faisait quel métier, du coup ? Je sais plus. Ouais. Je sais plus, je pense, mère au foyer, comme beaucoup à cette époque-là. Ouais. Et du coup, tu as eu des personnes qui étaient dans la sexologie, dans ton entourage, des proches ? Absolument pas. Personne dans le médical ni dans le paramédical. D'accord. Pas du tout. Et du coup, comment ça t'a amené à te dire je vais faire déjà infirmière et puis après sexothérapeute ? Alors en fait, j'ai un parcours assez atypique. J'ai été déscolarisée très tôt, à 16 ans. J'ai repris mes études à 22 ans en passant en équivalent du bac. À la base, je voulais faire graphiste. Rien à voir. Ah ouais. Mais j'ai toujours été intriguée par le milieu médical. En ayant arrêté les études pendant 6 ans, je me suis dit médecine, on va peut-être pas tenter tout de suite. On va peut-être se remettre déjà un peu. 10 années quand même de médecine, c'est long. C'est ça, c'est long. Et du coup, avec cet équivalent du bac que j'ai obtenu, je me suis dit, pourquoi pas infirmière ? Donc, j'ai passé la prépa pour le concours infirmier et ensuite les 3 ans d'études infirmier. Et en fait, pendant ces études, je me suis toujours dit que je ne ferais pas que infirmière. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'être stimulée, que ce soit intellectuellement. Donc, j'ai commencé à créer un réseau sur Instagram, puisque je réponds à ton autre question du coup. Pourquoi sexologue ? Ça vient ça vient d'un déclic personnel où je me suis du coup intéressée à la sexologie et j'ai créé un réseau où j'ai ouvert avec plusieurs psychologues, psychiatres et dont une psychiatre qui m'a dit qu'en tant qu'infirmière, je peux devenir sexologue. D'accord. Et c'est combien d'années de formation la sexothérapie du coup ? 3. Alors sexologue, c'est 3 ans d'études. Ouais. Oui. Il faut être infirmier ou psychologue ou sage-femme ou médecin. Et justement, j'aimerais qu'on fasse la différence entre sexologue et sexothérapeute. Alors être sexothérapeute, c'est une certification
qu'on peut trouver via des formations à distance ou via des formations privées. Et sexologue, c'est une formation universitaire faite à la faculté de médecine. Et en France, il y a 11 facultés de médecine qui proposent cette formation. D'accord. Donc, on peut, entre guillemets, en tant qu'infirmière, peut-être pour mon perso, du coup, je pourrais faire n'importe lequel des deux, quoi. Exactement. D'accord, tout à fait. ok. Bon, bah, c'est assez sympa. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire comment se passe une consultation de sexo? Parce que moi, en fait, j'ai jamais été, j'avoue, consulter une sexothérapeute ou une sexologue. Et du coup, c'est quelque chose que je me dis, c'est tellement dans l'intime. Est-ce que direct, elle te pose des questions sur comment se passe votre sexualité? Vous êtes hétéro? Vous êtes bi? Ou il y a des choses... Enfin, voilà, je me posais la question. Alors, je vais me permettre de répondre avec ce que Tiffaine m'a dit, puisque Tiffaine, comme tu l'as présenté, est sexothérapeute depuis bien plus d'années en tout cas que moi. Donc, elle m'a fait un petit retour. Donc, une consultation dure environ 1 heure. C'est un espace d'écoute, d'accueil et de la parole à la personne. La première séance est une prise de contact, un état des lieux de la situation. Elle permet aussi d'établir un lien de confiance. Donc en fait, vraiment, la première séance, on va un peu découvrir le patient avant même d'aller dans la pathologie ou dans le trouble, pourquoi il est venu consulter. D'accord. Donc au début de chaque séance, on fait le point, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans votre vie, vraiment de façon générale. Oui. Quelles nouvelles questions ou quelles difficultés vous pouvez rencontrer. Voilà. Ok. De ce qu'elle dit en tout cas, Tiffaine. Donc, c'est vraiment une découverte et une création de relations de confiance, en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, je comprends. Et de ce que j'ai pu rajouter dans mes études en sexologie, il y a 3 manières en fait d'amener l'entretien en sexologie. Il y a le counseling, qui est un entretien long mais un suivi assez court, où vraiment en fait la personne, le patient a déjà les capacités de pouvoir verbaliser ses besoins. Donc dans ces cas-là, vraiment la consultation peut être plus ou moins court, même suivant ce qu'il a à apporter. Ensuite, il y a la communication brève. Ça peut être une consultation unique où on va cibler vraiment le problème et ensuite apporter les moyens, les directions et peut-être revoir la personne seulement dans 6 mois. Et ensuite, du coup, il y a l'entretien motivationnel qui est un entretien qui est beaucoup plus long et avec des suivis aussi beaucoup plus longs également. Donc voilà, c'est généralement, on imagine ça comme un partenariat, une collaboration. Le patient va apporter ce qu'il veut par rapport à ses troubles ou à ses pathologies et nous-mêmes, on va apporter notre connaissance et notre savoir. D'accord, ok. Et donc, il y a des fois, j'imagine, des personnes qui viennent pour un problème vraiment très précis et d'autres qui viennent pour quelque chose de plus général. Voilà, oui, tout à fait. Comme on dit généralement, quand on vient en consultation de sexo, on a déjà fait 50% du travail. Parce qu'on se dit déjà, la personne a une motivation de vouloir changer ou de vouloir apprendre en tout cas ce qu'il se passe. Est-ce qu'on peut venir en couple ? Oui, c'est possible, la thérapie de couple, tout à fait. Ouais. Généralement, même, il est possible de recevoir d'abord qu'un partenaire. Ouais. Et en fait, on se dit avec recul, ça serait bien que la deuxième ou que le deuxième partenaire vienne également en consultation. D'accord, ok. J'ai toujours cette petite boîte qui tourne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous, le public, à poser les questions. Et moi, d'ici 5-10 minutes, du coup, je prendrai les questions. Je voulais revenir aussi sur une dernière chose, le prix de cette consultation, parce que des fois, ça doit rebuter un peu. Oui, c'est possible. Alors, en tant que sexothérapeute, c'est 40 € la consultation. Bon, ça va. Et en tant que sexologue, c'est 60. La différence, en fait, c'est que le sexologue va avoir vraiment un réseau plus ouvert sur divers praticiens, mettre en lien des urologues, des gynécologues, des psychiatres. Il va vraiment avoir une collaboration avec plusieurs facteurs dans le milieu professionnel. Le sexothérapeute également peut avoir un réseau, mais c'est différent en tout cas. Voilà, de ce que j'en sais moi. Ouais. Et du coup, toi, tu as déjà vu des consultations ou tu en as déjà fait ou tu as déjà essayé? Alors, j'en ai pas. Je vais commencer mes consultations du coup dès janvier 2024. D'accord. Mais par le biais de ma profession d'infirmière, j'ai déjà fait une consultation dans un service. Ouais. Et c'était très intéressant. Je ne voulais pas que ça s'arrête personnellement. Donc, ça a duré plus longtemps que prévu? Ça a duré plus d'1 heure, ouais. D'accord. On s'en rend pas compte, mais vraiment, ça peut durer très longtemps. Ouais. J'imagine. Du coup, je vais passer aux petites questions. Hop, t'es prête? Allez-y. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, mais on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, quelqu'un a noté pathologie, 2 points, et la proactivité. Pourquoi attendre un... Je ne sais pas ce qu'il y a écrit, si tu arrives à le dire. La personne, n'est plus anonyme. Si tu veux venir parler, viens avec nous. Si tu veux poser ta question directement.
Vas-y, vas-y. Et peut-être mieux formuler la question, Oui. c'est-à-dire pourquoi attendre le souci? Oui, en fait, j'ai tilté quand tu as prononcé pathologie ou patient. Oui. Parce que pour moi, la sexo, j'anime un projet podcast avec un sexologue en Belgique. Très bien. Et pour moi, il faut pas attendre d'avoir un problème pour consulter un sexologue. Tout à Je fait. crois qu'on doit pouvoir parler de sexualité bien plus tôt. Exactement. Et Tout à fait. il y a une deuxième question qui va suivre, je la dis tout de suite aussi, c'est on constate aussi, en tout cas en Belgique, que par rapport aux ateliers du sexologue entre nous, Olivier Majoron en Belgique, il constate que c'est surtout les femmes qui se questionnent sur le projet de la sexualité et rarement les hommes, à un tel point qu'il en a fait une capsule podcast. On a un micro-trottoir en demandant aux hommes pourquoi vous venez pas aux ateliers, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour venir. Et on a remarqué que les hommes s'éduquent avec YouPorn, quand la femme s'éduque avec des questionnements et des échanges. Donc voilà, petite parenthèse. Très bien. Alors effectivement, il y a la notion de pathologie, mais c'est ce que je recommande aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un trouble ou un symptôme pour pouvoir consulter du coup un ou une sexologue. On peut juste avec des questions simplement s'intéresser à venir consulter. D'accord. D'où la communication brève qui peut être un outil d'entretien vraiment pour ce genre de questionnement. Oui, donc en fait, moi par exemple, même si j'ai pas de soucis, je ne crois pas, je peux venir, voir et me dire, bah tiens, peut-être qu'il faudrait que je m'interroge sur certaines choses. Voilà. Ok. Et est-ce que je me posais la question juste comme ça, est-ce que parfois vous recevez des personnes qui ont subi des violences du coup? Oui. C'est possible, ouais, tout à fait. Et du coup, comment vous les abordez? Parce qu'il doit y avoir un côté psychologique dans ce genre de cas. D'ailleurs, en grande majorité, en études de sexologie, il y a beaucoup de psychologues. D'accord. Par exemple, dans ma promo, il y en a une qui est psychologue au tribunal. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Donc tout ce qui est justement violence, etc. Ouais. Et j'ai pour projet également, moi, de pouvoir intervenir en brigade des mineurs. Okay. J'aimerais beaucoup. C'est particulier. Ouais. Moi, pour un de mes futurs podcasts que vous allez entendre prochainement, j'ai été voir France Victime 31, et du coup qui a des juristes et des psychologues, du coup qui aident à la fois pour porter plainte et à la fois pour le côté psychologique des violences, là en particulier des violences sexuelles, parce que c'était le but de mon podcast, et de parler de ça. Et du coup, c'est très particulier parce que il y a des flashs, parce qu'il y a des choses particulières dans les violences sexuelles. Du coup, c'est vraiment particulier. Là, on part vraiment sur un entretien vraiment très long. On a besoin aussi d'avoir d'autres acteurs de la santé. Vraiment tout seul, je le recommande pas. Et puis, il y a cette barrière aussi d'émotion qu'il faut qu'on puisse garder également, parce que ça peut être très compliqué. Passons à une autre question, du coup. C'est la deuxième question de ce monsieur. Donc, c'est vrai que, souvent, quand on parle sexo, et j'avoue que moi, dans le perso, moi, j'arrive plus facilement, au vu du podcast, au vu de mon métier, à parler sexo avec les hommes et avec les femmes. Mais c'est vrai que je remarque qu'il y a plus de femmes qui sont ouvertes. Alors, je ne sais pas si toi, dans tes copines, vous parlez plus entre vous, plus facilement de sexualité, beaucoup plus ouvertement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont émotionnellement capables d'en parler, quoi. Déjà, encore une fois, rien que dans notre promo, on est 28. Je crois qu'il y a 5 hommes. Voilà, donc effectivement, est-ce que, alors je ne peux pas parler à la place des hommes, mais est-ce que la question de je vais pas me poser de questions parce que je fonctionne très bien de manière biologique, de manière mécanique, et du coup tout va bien, je sais pas, je pourrais pas parler à la place des hommes, mais je pense qu'effectivement il y a ce biais du patriarcat qui, à mon avis, donne à mal en tout cas, pour Après, pour les hommes. Ça tend à diminuer ce côté patriarcat parce qu'on est dans une ouverture. Je pense que le MeToo a vachement ouvert et en ce moment, on entend vachement d'histoires justement de violences sexuelles, de violences conjugales qui font qu'on en parle et que ça crée une émulsion où les hommes se disent nous aussi on a des choses à dire et on a vécu des choses et du coup ça crée forcément ce truc de se dire nous aussi il faut qu'on parle, il faut qu'on évolue aussi de leur côté. Mais le patriarcat effectivement a fait aussi beaucoup de mal aussi pour les hommes. On s'en rend compte, on va parler de ça rapidement. Moi, je trouve qu'on s'en rend compte vachement de ce côté-là, du côté patriarcal actuel. Je pense que toi, peut-être avec les réseaux sociaux, tu t'en rends compte. Je sais pas si tu as plus d'hommes ou de femmes qui viennent te parler. Je pense que j'ai plus de femmes quand même, mais il y a des hommes qui se questionnent énormément, même qui envoient des messages anonymes pour des sujets vraiment qui les concernent. Il y a une démarche, de quel type? Ça va être surtout par rapport à des troubles liés par exemple à l'érection, par exemple à l'éjaculation
non contrôlée. Donc précoce, ça n'existe pas, on appelle ça une éjaculation non contrôlée. Et qui se questionnent là-dessus. Ou alors la façon dont ils vont faire l'amour, par exemple, à leur partenaire, se sentir peut-être en étant peut-être forceur, peut-être mais j'ai appris comme ça, j'ai toujours fait comme ça, mais peut-être que ça se passe pas bien, je sais pas. Donc vraiment des questionnements assez globaux, mais qui veulent dire beaucoup et qui donnent beaucoup à dire aussi. Et je vais revenir sur une chose, parce que moi, j'ai interviewé Jordi Ourmira du compte Mister Oz. Et donc, on avait discuté de ça, du fait que c'est vrai que les hommes ont vachement été éduqués par la pornographie, enfin, à une certaine époque. Là, je pense que c'est pareil, ça change aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a du porno éthique, entre guillemets. Mais du coup, il y a ce côté-là de... on avait parlé de tellement de choses, de la façon différente de voir la sexualité et surtout de communiquer, en fait, dans ce genre de cas. C'est ça. Mais je pense qu'aussi les femmes ont été aussi éduquées beaucoup avec le porn. Et donc, on normalise aussi, je dis on parce que j'ai fait aussi partie, on normalise beaucoup de choses lors d'un rapport. Par exemple, que l'éjaculation, ça clôture le rapport. Mais même moi, je veux dire, en tant que femme aussi avant, je me disais, bon, c'est fini. Alors que non. Mais ça, même si moi, je le normalisais, c'est normal que mon partenaire, lui aussi, le normalisait. C'était quelque chose, en fait, de tout à fait normal. Alors qu'aujourd'hui, on sait que non, il y a d'autres choses... Pareil on va rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, mais c'est vrai que j'ai lu récemment que du coup, souvent, quand on disait on fait l'amour, il y avait une histoire de pénétration en fait. Oui. Alors qu'en réalité, il n'y a pas spécialement de normes à ce niveau-là. J'avais fait un post, notamment sur Instagram là-dessus, le fait de ne pas hiérarchiser les pratiques et que la pénétration est une pratique et non une finalité ou un but à la relation sexuelle et au rapport sexuel. Ouais. On va continuer ces petites questions, du coup. Les jeunes et le porno, comment éduquer à une sexualité respectueuse et positive? Alors, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas forcément dire non au porno, c'est mal. De toute façon, dire non, ça n'a pas à interdire à en regarder. Il faut plutôt se rendre responsable et conscientiser en tout cas sa propre consommation et notamment pour les jeunes. Et donc, en mon sens, ce qui serait intéressant, c'est vraiment faire de la prévention et de l'éducation aux jeunes, mais vraiment en masse, vraiment continuer, même aux plus jeunes, c'est même à commencer en primaire de façon, encore une fois, vraiment sensibiliser les mots de ce qu'on dit, etc. Mais vraiment, il faut que la sexualité fasse partie de l'éducation, en fait, vraiment. Oui. Il y a des cours, parce que moi, du coup, j'avais rencontré une enseignante pour enregistrer des épisodes en CM1, CM2, justement, par rapport à ça. Et on avait discuté de ça, qu'ils étaient vachement en recherche d'apprendre, pas simplement sur la sexualité, mais sur leur corps, sur apprendre à s'aimer, etc. Et ensuite, moi, je fais partie d'une association où je fais des ateliers, du coup avec Tiffaine, on a fait des ateliers sexo et on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne nous parlaient pas du tout, là on a parlé pratique, mais eux, je veux dire, ils sont vachement dans les questions sur l'amour de soi en fait, sur c'est quoi, en fait, comment quand je rencontre quelqu'un, est-ce que je sais que ça peut être un amoureux ou ça peut être un ami, quoi. Oui. Mais en fait, ces questions-là, on ne s'y attendait vraiment pas. Moi, on a passé 2 heures avec eux et je suis impressionnée de cette ouverture et de ces questions. Donc, je pense qu'il y a un côté... Alors, eux, ils ont le côté réseaux sociaux. On en a vachement parlé pendant ces 2 heures. Et du coup, le côté réseaux sociaux est bloquant parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec les personnes. Donc, vous discutez forcément, j'imagine, avec eux, mais c'est pas la même chose. Et là, dans l'atelier, il n'y avait pas de micro. On n'avait pas prévu de faire... Au début, je voulais faire un podcast et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le fais pas. Mais du coup, on a enregistré sans rien, sans caméra non plus. Et ils ont été vachement ouverts et ça m'a impressionnée parce qu'ils avaient entre 13 et 25 ans. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai boulot à faire, en fait. Parce que moi, je leur ai présenté, j'avais des anneaux contraceptifs parce que, pareil, j'ai interviewé le créateur de l'anneau contraceptif. Oui. Et du coup, ils connaissaient pas du tout. Ils avaient pas... il y en avait certains qui avaient pourtant eu leurs cours. Je pense qu'on se souvient tous de nos cours au collège et au lycée avec l'infirmière qui vient et qui parle de ces petits trucs et qui se casse au bout d'une demi-heure. Et c'est pas hyper intéressant, je trouve. Non. Et c'est pas... il y a rien de... Et puis, il y a toujours quelqu'un qui rigole. C'est pas fait dans une ambiance assez propice au fait de pouvoir, entre guillemets, parler et être ouvertement... d'avoir la possibilité de parler. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis moi, j'aurais juste un petit conseil, c'est que moi, j'ai un fils de 5 ans et demi et il y a beaucoup de livres maintenant qui sont créés pour les enfants, pour leur apprendre à s'aimer. Donc moi, j'aurais 2 livres à conseiller. C'est Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu, qui parle... il est médecin aussi, donc il y a cet attrait de la médecine. Il parle de lui, son ancien médecin, d'un retraité qui était médecin et qui explique à sa fille que tous les gens sont beaux, tout le monde a des cicatrices et que du coup, l'amour de soi, c'est important.
Et puis, je sais pas si tu connais Charline Vermont, qui a écrit un livre qui Oui, bien sûr. s'appelle Amour, corps et sexualité. Oui. Elle l'a créé pour les enfants et là, elle vient de sortir une édition pour les adultes. Et c'est hyper sympa parce que c'est en partie de 5 à 7 ans et de 8 à 10 et puis de 10 à 12. Et il y a des parties, enfin, par exemple, pour expliquer le consentement, elle explique que c'est un château et que c'est important que tu gardes ton château fermé. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas envie de l'ouvrir, tu ne l'ouvres pas. Et il y a des notions très importantes qu'on n'avait pas conscience. Et pareil, à l'école, j'ai l'impression que ça s'ouvre quand même un peu. Je ne sais pas si tu as entendu toi parler, mais moi, je sais que mon fils me parle souvent de certaines choses. Ils ouvrent un peu à ça, au consentement, à personne n'a le droit de te toucher. Et donc, je trouve ça important de revenir là-dessus, sur le fait qu'il y a des livres qui nous aident, parce que des fois, en tant que parents, on est un peu bloqué, on ne sait pas comment l'aborder. Et donc, il y a aussi ce côté-là qui nous permet de l'aborder. Ouais, non, le consentement est vraiment mis en avant pour l'éducation aux jeunes. Tu m'as parlé d'une vidéo avec le château. Non, c'est pas une vidéo, c'est dans le livre de Charline Vermont. Eh ben, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle La tasse de thé, je ne sais pas si vous la connaissez, qui appelle justement à comment comprendre le consentement, si tu en veux un petit peu du thé, si tu en veux beaucoup, si tu n'en veux pas, si tu n'aimes pas quand c'est comme ça. Et vraiment, ça permet de comprendre comment amener le consentement à quelque chose de totalement naturel et important à demander en tout cas. D'accord. On va continuer sur nos petites questions. Est-ce que libido et sentiments sont liés? Non. D'accord, non. il n'y a pas de détour. C'est comme pour moi, j'allais dire, amour et désir, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Alors, l'amour peut me faire monter le désir, bien évidemment, mais le désir n'a pas besoin d'amour pour être là. Donc, libido et... Tu peux me rappeler l'autre mot, c'était libido et sentiments. Et sentiments, ça revient un petit peu à la même chose. On peut avoir beaucoup de sentiments pour la personne, mais si la libido n'est pas là, elle est surtout en lien avec plusieurs facteurs à côté, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre personnel, de l'intime, sur tout ce qui va nous entourer. Donc, on peut avoir beaucoup de sentiments pour la personne, mais si on a beaucoup de choses à côté qui nous empêchent justement à cette libido d'être présente, ça n'a rien à voir du coup pour moi. D'accord. Après, oui, aussi également, excuse-moi. Non, vas-y. Après, oui, effectivement, les sentiments, comme l'amour et le désir, peuvent faire monter aussi la libido, bien évidemment. D'accord. On va passer à une autre question. Comment aborder, c'est toujours pareil, comment aborder la sexualité avec les ados aujourd'hui? Est-ce que toi, tu aurais des conseils? Je reviens à ce que je disais, mais faire vraiment de la prévention. J'ai moi-même démarché des collèges pour pouvoir intervenir parce que je pense que vraiment, il faut les stimuler et leur rendre conscience que c'est à la fois intéressant pour eux, mais aussi intéressant pour les relations sociales à venir. Donc, c'est vraiment les stimuler par rapport à ça, qui prennent conscience, qu'ils conscientisent en fait que la sexualité, ça peut être très intéressant pour soi, mais pour l'autre aussi, et pas simplement ce qu'on apprend. Tu parlais des cours de l'infirmière qui venait et ensuite qui repartait. Moi, je me souviens très bien de mes cours de SVT. On parlait des organes reproducteurs, on parlait des IST et des contraceptions, et point barre. Il n'y avait pas le consentement, pas le plaisir, pas le désir, pas l'orgasme. Oui. Et ça, c'est vrai que si on n'en parle pas, c'est des questions qui sont normales, qu'on se pose aussi, nous aussi maintenant, oui, et qui ont besoin d'être expliquées davantage. C'est sûr. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on est dans une société qui est plutôt... Enfin, après, c'est des généralités, mais souvent, on parle de choses qui sont plutôt... pratico-pratique et on se rend pas compte qu'il y a aussi le côté tout ce qui est autour, le sentiment, la communication, le respect. Je pense que tout ça, enfin voilà, j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est vrai que bon, dans le mot sexualité, en fait, on y met tout et les gens ont souvent du mal à comprendre. Je sais pas si toi, quand tu parles de ça, les gens ont du mal à comprendre que du coup, ça implique aussi la confiance, ça implique l'amour, ça implique tout ça. Et c'est vrai que pour les jeunes, je pense qu'il faut créer ce truc d'ouverture, de conversation, de possibilité de s'exprimer. C'est vrai qu'à l'école, je reviens sur cette enseignante, elle me disait qu'elle n'avait pas la possibilité non plus de créer cet espace parce qu'elle avait le côté enseignement. Et oui, ils sont complètement dépassés. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en avant des professionnels, même des étudiants comme mon cas en sexologie, même si aujourd'hui je suis sexothérapeute, je suis encore étudiante pour devenir sexologue d'ici 2 ans, de mettre en avant, de faire... Alors, il y a la réserve sanitaire où on est justement interpellé pour participer à ça, mais il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus ouvert, limite beaucoup plus ancré à dire que dans notre cursus, on doit
avoir la possibilité de faire ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous apprendrait aussi beaucoup à nous. Oui, oui. Donc, Vous intervenez pas du tout en milieu scolaire. on a la possibilité de le Ouais. faire, mais encore une fois, c'est vraiment sous la base du volontariat, quelques heures par-ci sur l'année. Faut d'abord contacter les lycées, les collèges, s'ils sont vraiment d'accord, avoir le retour. Enfin, c'est vraiment long et on se dit Oui. 1 an, c'est quand même relativement court. De quoi? En Oui, Belgique, ça fait oui. émeute? Oui, c'est vrai. c'est C'est-à-dire, vrai. bah, si tu veux venir intervenir. Non, non, pourquoi ça fait émeute, dis-nous? Ils ont un organisme qui s'appelle EVRAS. Ils ont un organisme qui s'appelle Evras. Je retranscris tout ce qu'il dit. EVRAS, et il y a une loi qui fait qu'en fait, il y a une intervention dans le primaire et dans le secondaire sur la Oui. sexo. Il y a des parents qui sont révoltés. Oui. Et alors, il y a des gens plus neutres, par exemple moi notamment, qui trouvent que c'est une bonne idée, sauf que les questionnements devraient venir des enfants et pas venir dans l'école avec un sujet imposé. Mais bien sûr. La démarche est tout à fait différente. En fait, là, il parle du fait que, je te laisse retranscrire du coup si tu veux. Que, en fait, effectivement, en Belgique, je pense que c'est dans l'actualité. Enfin, moi, j'en ai entendu parler, hein, les parents ne sont pas d'accord, en fait, qu'on amène le sujet, plutôt que ça serait, du coup, les enfants qui devraient être questionnés et d'amener eux-mêmes leurs propres questions, leurs propres questionnements. Et c'est vrai que quand on fait de la prévention dans les structures scolaires, généralement, c'est pareil. On demande aux enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Qu'est-ce que vous avez déjà comme information et est-ce qu'on peut avancer là-dessus ou est-ce qu'on peut reprendre ce que vous savez, avoir une démarche vraiment de travailler avec eux finalement en collaboration avec les enfants, avec leur âge aussi parce que ça va être différent forcément entre primaire et au collège et les ados. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut faire de l'éducation et pas leur imposer vraiment la sexualité c'est ça, le consentement c'est ça, point barre. Non, ils vont pas comprendre et d'eux-mêmes vont pas forcément écouter non plus, ce que je comprends. Il va être compliqué aussi parce que moi, j'avais prévu de le faire donc avec une enseignante de primaire. Ce qui est compliqué, c'est que il faut instaurer pareil, comme dans la sexo, dans toute relation de confiance avec un professionnel de santé, c'est créer un lien de confiance. Oui. Et du coup, elle me dit déjà que vous soyez extérieur, c'est cool. Et que vous puissiez revenir toutes les semaines. Donc, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, mais revenir toutes les semaines et instaurer ce lien pour permettre qu'ils puissent s'ouvrir et pouvoir discuter avec eux, parce que c'est CM1, CM2, donc c'est 8-9 ans, Ouais. 10 ans, je crois. Et du coup, c'est compliqué s'il n'y a pas de ce lien de confiance. Ils s'ouvriront pas. Si je viens qu'une fois, comme cette fameuse infirmière scolaire qui vient au collège et qui passe une demi-heure à juste parler, il y a ce lien de confiance et du coup, en étant extérieur, ça aide. Mais c'est compliqué d'instaurer des choses parce que du coup, finalement, pour tout vous avouer, je vais pas pouvoir le faire parce que je ne suis pas du milieu enseignant et je ne suis pas agrégée. Et donc, du coup, je ne suis qu'infirmière et donc je ne peux pas y rentrer. Donc, j'espère qu'un jour, vous pourrez, vous, y rentrer et pouvoir avoir ce côté, on parle de tout et on est... Enfin, voilà. Et puis, ça crée, je pense, un autre lien avec l'enseignant aussi au niveau des enfants. Parce que si les enfants s'ouvrent, ça leur permet aussi d'être plus en confiance avec leurs enseignants, quoi. Tout à fait, ouais. Il n'y avait plus de questions, mais moi j'ai d'autres questions pour toi. Je t'en prie. Du coup, est-ce que si un jour tu rencontrais le président de la République, dans le cadre du travail évidemment, Oui. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors, je vais répondre ce que Tiffaine m'a Vas-y, dit également, vas-y. puisqu'à la base, je rappelle que c'était Tiffaine qui devait être là. Oui. Donc, elle m'a quand même fait ses notes, donc je vais répondre. Et c'est bien, c'est que, en fait, ça va se compléter avec ce que je pense. Donc, l'accès des établissements scolaires aux sexologues et sexothérapeutes pour animer des ateliers de santé et d'éducation sexuelle, qui devrait être une question de santé publique. Donc, elle rappelle effectivement que la santé sexuelle fait partie de la santé globale selon l'OMS. Et la possibilité, du coup, pour tout mineur actif sexuellement ou ayant vécu des abus, la possibilité de rencontrer un ou une sexothérapeute de façon anonyme et gratuite. Donc, la possibilité également, elle rajoute qu'une thérapie sur sa sexualité soit en partie prise en charge pour plus d'accessibilité. Alors, je n'ai pas forcément la réponse, mais il me semble que certaines mutuelles peuvent prendre une certaine partie de la consultation, mais je n'ai pas... Moi, je reviens juste sur le fait de comment trouver, du coup, les sexos. Quand on est parent et qu'on se dit, j'aimerais bien consulter, dans ce cas-là. Alors, on est référencé. Il y a l'AEUS, il me semble. On est référencé, les sexologues, et également, on fait partie de l'ordre des sexologues. Et en plus de ça, on peut nous trouver sur Doctolib facilement. Ok.
Donc, enfin, facilement. On Oui, existe, on oui, existe, on est ouais, visible. ouais. On est peu, mais on est là. Du coup, ça, c'était la réponse de Tiffaine. Oui, donc moi je la rejoins totalement. La santé sexuelle, fait partie de la santé publique. Il est essentiel de pouvoir informer les jeunes, tout comme il et elle s'étudient le cycle de la vie. La sexualité fait partie de notre développement en tant qu'être. Cela doit donc être pris au sérieux, tout ce que finalement j'ai pu dire. Et donc, je conçois qu'il est difficile en plus aux parents et aux instituts de parler de sexualité. Certaines personnes rencontrent des tabous, ce que je comprends aussi totalement. Et les instituts n'ont pas forcément le temps non plus de pouvoir aborder ce sujet. Donc, les professionnels de santé sont formés pour ça. Il nous faut simplement donc plus de lumière sur cette profession, que la formation de sexologue soit reconnue, parce que c'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Donc, il y a quand même l'ordre des sexologues, mais on n'est pas reconnu. On étudie en faculté de médecine une formation universitaire, mais on n'est pas reconnu. Donc, on est en train de se battre pour ça, par le biais du coup des associations. Mais voilà, il faudrait commencer déjà par nous faire reconnaître pour avoir justement plus de droits et de possibilités. D'accord. Du coup, j'enregistre un podcast d'amour de soi, et moi, j'ai des questions plus personnelles. Qu'est-ce que tu aurais, toi, Laetitia, à dire à la Laetitia de 18 ans? Au vu de mon parcours, Oui. je dirais que les choses incroyables vont se dérouler, que je serai la chef d'orchestre de cela et que la vie est faite de projets par les ambitions qu'on peut avoir et ça, c'est chouette. Ouais, c'est très beau ce que tu aurais à lui dire. Moi, j'aimerais juste savoir comment tu as fait pour te dire, j'aimerais être infirmière militaire. Dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Infirmière, je pense, c'est par le côté où prendre soin à la fois de soi mais des autres, voir les autres qui ont ce besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Et ensuite, pour le côté militaire, eh bien, je suis une grande fan du corps de l'armée française. Donc, forcément, j'ai pu faire pendant mon cursus infirmière un stage dans un régiment, dans une antenne médicale. Et dès que j'ai été infirmière, du coup, je me suis engagée dans la réserve en tant qu'infirmière militaire. À Toulouse, du coup, je suis chez les paras avec le béret rouge, mais je n'ai jamais sauté. C'est plutôt sympa. Oui, ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. Et du coup, je reviens pour mon mémoire sur la santé sexuelle au sein de l'armée, parce qu'effectivement, la santé sexuelle fait partie de la santé publique selon l'HAS. Et donc, je trouve ça vraiment pertinent de parler de la santé sexuelle au sein de l'armée, parce que dans ce milieu aussi, il y a besoin. Vraiment. Ah ouais? Vas-y, lâche-toi, dis-nous. Non, il y a vraiment besoin parce que d'une part, ça reste un milieu qui est très masculin, même si on rencontre un peu plus de féminines dans ce milieu. Pour autant, certaines personnes s'engagent dans l'armée parce qu'ils n'ont pas forcément eu d'éducation, parce qu'ils ont manqué de parents présents, et donc s'engagent dans l'armée et se construisent eux-mêmes en fait leurs caractéristiques, leur personnalité. Et c'est vrai que vivre aussi en communauté H24, je pense que ça peut des fois paraître un peu compliqué. Donc, je pense que c'est bien d'apporter justement cette aide-là, santé sexuelle au sein de l'armée. Donc voilà. Ouais, ça doit être un milieu très... Enfin, je sais pas. Toi, est-ce que tu as ressenti des choses différentes de la société, du coup, par rapport à... Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus valorisé en tant qu'infirmière militaire qu'en tant qu'infirmière dans le civil. Ah ouais? Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un milieu familial. C'est vraiment un milieu où on s'entend tous, on est unis. Il y a vraiment un groupe de cohésion plus que des collègues de travail. Et ça, vraiment, c'est génial. Vous passez plus de temps ensemble, du coup? Alors moi, en tant que réserviste, non. Ouais. Mais c'est vrai que eux, comme au boulot après. Mais il y a vraiment... vivre la chose en tant que militaire, c'est vraiment particulier par rapport au civil et ça unit davantage. D'accord. J'en viens à ma dernière question et j'aurai encore un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à nos micros, du coup. Ma dernière question, c'est aujourd'hui, Laetitia, est-ce que tu t'aimes? Oui, avec gratitude et surtout confiance en moi. Oui, tout à fait. Ça doit t'aider un peu aussi dans ton métier, à l'inverse, dans ta vie personnelle, ce métier ou pas? Ça m'aide, oui. Ça m'aide, ça me permet aussi de savoir un peu comment me questionner. En fait, ça me permet de prendre du recul sur certaines situations, même si des fois je reste complètement dépassée, comme toute personne. Mais ça me permet d'avoir cet outil de je prends le recul j'essaye de comprendre ce qui s'est passé ou même j'essaye d'apporter à l'autre une réflexion, chose qu'avant j'avais du mal. Si ça se passait mal, tant pis, ça se passe mal. Et voilà. Alors que là, maintenant, il y a vraiment ce côté où j'arrive à verbaliser, du coup, à aider l'autre à verbaliser aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Ouais.
J'ai une autre question qui me vient là comme ça. Est-ce que du coup, vu que tu deviens sexothérapeute, tes amis viennent vers toi pour te poser des questions? Ou pour me raconter leur anecdote, peut-être. Ouais, un peu. Oui, après, je pense qu'ils m'ont toujours un peu connue comme ça, c'est-à-dire sans tabou, à parler de tout. Donc, mais ça m'arrive effectivement plutôt qu'ils vont me poser des questions sur ce que des amis à eux. Alors, c'est pas la fameuse un ami m'a dit, non, non, mais plutôt me poser vraiment des questions sur des amis leur ont dit quelque chose et du coup ils se questionnent et ils me questionnent D'accord. par rapport à ça. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait une petite question par rapport à la sexo, par rapport à l'amour de soi, par rapport à l'amour des autres ou pas? Ah bah viens. Il y a les micros là-bas, les 3 micros, ou n'importe. Vas-y, installe-toi. Bonjour. Ouais, bonjour, pardon. Je m'appelle Coralie. Oui. Tout à l'heure, vous avez ouvert une parenthèse sur le patriarcat que j'ai trouvé très fascinante dans le sens où on parle énormément du patriarcat du côté du combat des femmes qui est amplement justifié. Par contre, est-ce que dans le cadre de ton travail ou de tes études, tu vois aussi, on va dire entre guillemets, le revers, c'est-à-dire des hommes qui se sentent presque sans capacité de faire ce qu'ils auraient voulu ou essayé ou tenté de faire parce que maintenant il y a une immense pression de attention, ça peut être mal interprété. J'ai en tête un ami qui disait maintenant tu vas draguer dans un bar, Ouais. tu veux juste ouvrir un verre, tu peux te faire détruire en Oui, 2 ça. minutes quoi. Mais effectivement, oui, c'est juste ce que vous dites. C'est ce que je dis, le patriarcat fait du mal aussi pour les femmes, mais aujourd'hui, on voit vraiment une tendance le patriarcat fait aussi du mal pour les hommes. À la fois cette lutte des femmes contre le patriarcat, mais également du coup des hommes qui se disent effectivement j'ai subi cette injonction-là et je me sens du coup mal et comment je peux aujourd'hui avancer autrement, me questionner et en fait me détacher de ces codes qui est le patriarcat. Donc oui, je vois moi, en tout cas notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup plus d'hommes qui se questionnent par rapport à ça et qui se sentent clairement, j'aime pas le mot victime, mais par rapport au patriarcat et qui ont envie de changer, de montrer les choses différemment et s'assumer en fait en tant que... Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est une vraie évolution en fait. J'avais le mot en tête déconstruction, mais je n'aime pas trop ce mot parce que au final, en fait, ça veut dire qu'on s'est construit sur des choses et qu'on n'a plus les bases et qu'on déconstruit des choses. Je trouve que c'est plus une évolution autant pour les femmes que pour les hommes de se dire bon bah la société évolue, nous aussi on évolue et du coup ça ouvre, je pense, un peu ouais les hommes dans ce côté. Là, il y a des choses qui se passent. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a des gros mouvements là qui font que bah là, enfin, c'est pas qu'ils ont l'obligation, mais avec l'éducation, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue un peu en ce moment. Je vais revenir aussi sur une chose, c'est que l'éducation aussi joue beaucoup dans la façon de s'éduquer à la sexualité. Il n'y a pas simplement que le côté porno, Oui, je pense. tout à fait. Il y a aussi le côté éducation qui joue. Est-ce que vous en parlez aussi de ce côté éducation? Après, je pense qu'il faut pouvoir et je jette absolument pas la pierre aux parents parce que je pense que ça peut être très compliqué. Ouais. Ça va dépendre énormément de la culture aussi, de pouvoir parler de sexualité avec son enfant. Et du coup, c'est pour ça que l'éducation, c'est primordial, mais ça passe aussi par le biais des instituts, des milieux scolaires. Ouais. Des parents aussi, mais à juste mesure que ça peut être très compliqué et ça, je l'entends totalement. Merci du coup. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question et voudrait venir au micro pour la poser? Il nous reste 9 minutes. C'est pas une question, c'est une réaction. Dis-moi. C'est une réaction à ce que madame vient de dire. Alors moi, je suis assez d'accord qu'il faut vraiment changer la donne par rapport au patriarcat. Mais je ne sens pas le côté victime. Je crois que c'est un faux débat. C'est une excuse pour fuir les questions et les réalités et les discussions avec les femmes. Et c'est bête de la part des hommes qui pensent comme ça. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'on rate au niveau des femmes. Le patriarcat, il se manifeste sur plein de terrains. Et un terrain dont on ne parle pas assez, c'est le cas des divorces. J'ai des amis, quand ils divorcent, les juges, en tout cas en Belgique, la justice, c'est systématiquement la garde des enfants, c'est la maman. Et là, moi, je dis qu'il y a un débat qui n'est pas assez discuté, qui est parfois injuste. Moi, je connais des parents dont la maman est un vrai danger pour les enfants et malgré l'alarme que les pères lancent, elle garde
il y a des preuves, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Elle garde la garde des enfants par esprit patriarcal. Oui. Et ça, c'est une grosse erreur grave qui met des enfants en danger. Et ce débat-là, on dirait qu'il est tabou. Alors, moi, ça me gêne, ça, par contre. Oui. Là, je crois qu'on rate un coche, et je dirais qu'on rate un coche pour le féminisme. Parce que si les femmes pouvaient aussi s'attaquer à cette forme de patriarcat-là, elles seraient tellement justes aussi et équilibrées sur cet aspect que certains hommes qui résistent sur des aspects autres pourraient, par ce biais-là, comprendre un peu mieux que c'est aussi leur intérêt. Et donc là, je crois qu'on a quelque chose. Ouais. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est pertinent. Tu as quelque chose à rajouter, Laetitia, par rapport à ça? Que ce n'est pas qu'en Belgique aussi, hein, même en France, le côté... Ouais, même en France, c'est pareil. Hein. Généralement, quand il y a un divorce, les enfants vont du côté de la mère et c'est très compliqué pour le père d'avoir la garde, même si effectivement, il y a déjà des dangers par le biais de la mère, des troubles ou quoi que ce soit. Généralement, les enfants vont quand même avec la mère, surtout s'ils ont moins de 13 ans. Il me semble que c'est ça. Moins de 13 ans, c'est la mère. Donc, effectivement, il y a quand même un souci aussi là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Et on n'en parle pas assez aussi. Il existe des podcasts que je mettrai en description. Il y en a pas mal sur les parents solo, du coup. Et ils sont assez intéressants là-dessus. Bon, je suis mère solo, si les auditeurs me connaissent. Et du coup, c'est vrai que... Personnellement, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui... Pareil, le côté du parent, de la mère surtout. Effectivement, on est dans quelque chose où on est plutôt... j'arriverai pas à trouver le mot, on met la mère en avant, mais c'est vrai souvent le père est derrière et c'est très compliqué. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur la sexualité, sur l'amour? Si tu veux venir le dire, mais c'est une très bonne info aussi. Celui-là, si tu veux. Ah, il fonctionne pas celui-là. Ok. Super. Bah merci. Si tu pourras me donner le lien, du coup je le mettrai. Je vais finir ce podcast en vous remerciant parce que l'interaction sur un podcast qui parle de sexualité, c'est toujours un peu compliqué. Je vous avoue que c'était mon premier podcast enregistré en public. Pareil. Le premier podcast, c'est tout Et c'est très particulier à vivre parce que j'appréhendais vraiment, je vais le dire, j'appréhendais le fait de discuter de sexualité en public, en fait, parce que on est dans une... je vais en revenir à notre société, mais des fois, c'est compliqué d'en parler. Moi, j'ai eu beaucoup de mal en tant qu'entrepreneuse en disant, j'arrive et je vais parler d'amour. Je disais le mot amour parce que le mot sexualité est souvent compliqué à aborder avec des politiques, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de politiques et de PDG. Donc, je vous remercie vraiment. Merci à toi, Laetitia. Merci à toi, Isa. Merci à vous aussi. Et je vais vous dire à très bientôt. Amour, Isa.